Je crois que Bruno vient d'évoquer, disons, les représentations orthodoxes et qui sont par nature univoques de la monnaie. Et je dirais d'une certaine façon que ma tâche, en l'occurrence, est de rappeler que ces représentations univoques peuvent concerner de manière plus générale la question de la macroéconomie orthodoxe et de la gestion des finances publiques. Et pour même faire le lien peut-être dans une phrase, je dirais que depuis le début de la doctrine d'Abidjan, dont Kako a annoncé et a expliqué la genèse, une certaine manière de considérer que les finances publiques peuvent être en crise et donc d'ouvrir la voie à la mise en exploitation de ressources minières s'est imposé et qu'on est dans un certain régime macroéconomique, disons depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, dont je voudrais donner un certain nombre de représentations. Et ma tâche, un petit peu parallèlement à ce que vient de faire Bruno, c'est d'essayer de montrer que derrière l'idée d'une macroéconomie orthodoxe unique existe dans la pratique une pluralité de pratiques de la macroéconomie que s'approprie un grand nombre d'acteurs et beaucoup plus divers que ce qu'on pense d'habitude. Donc ma tâche, ce sera justement de dénaturaliser le discours dominant de la macroéconomie pour voir comment il se manifeste en pratique. Et donc, dans la lignée de ce que j'ai présenté dans les séances du séminaire, où je reviendrai sur 2 séances en particulier que j'ai animées. Alors, une bonne manière d'introduire ça, c'est de partir d'un texte que je trouve très lumineux, qui est le texte de Timothy Mitchell de 1998, Fixing the Economy. Alors, pourquoi est-ce un texte lumineux? Parce que Timothy Mitchell évoque en parallèle, d'un côté, la genèse de l'utilisation du mot « l'économie », qu'il trace en réalité à la moitié aux années 30, en fait, qu'il fait remonter à Keynes, à la théorie générale de Keynes, en évoquant le fait qu'auparavant, l'idée d'une économie comme un tout cohérent n'existe tout simplement pas, n'est jamais utilisée. Et il mentionne, à partir de la théorie générale de Keynes, l'existence de cette économie qui se manifeste par un revenu national, par des relations entre des variables macroéconomiques qui représentent un ensemble qui peut servir à décrire l'économie d'un pays. Donc c'est l'autonomisation de ce raisonnement sur l'économie. Et là où le texte de Timothy Mitchell est très fort, c'est qu'il confronte cette histoire de ce qu'est l'économie avec la réalité de ce qu'est l'économie dans un petit village de l'Égypte, qui est un village qui s'appelle Berat, et qui est un village où cette économie, qui est la macroéconomie, se traduit par des projets qui sont mis en œuvre au nom de l'accélération de la croissance, notamment, qui se traduisent notamment par la promotion du tourisme. Et dans ce village, Berat, il y a toute une partie de la ville qui est une zone touristique quasi fantomatique, avec des constructions où n'habite pratiquement personne. Et la réalité de l'économie familiale, des échanges, de l'économie domestique se passe dans une autre zone qui, elle, est donc considérée, je fais un raccourci, mais enfin, qui est disons, informelle, qui échappe à la comptabilisation de ce qu'est l'économie. Et donc, il montre comment ce tout qui émerge à la moitié du XXe siècle, par rapport au fonctionnement objectif des économies africaines, induit une dualité de la représentation. C'est-à-dire une représentation de la macroéconomie qui exclut complètement la réalité de ce qui fait la vie quotidienne des citoyens africains dans leurs pratiques usuelles. Alors c'est un beau tableau de départ parce que je crois qu'il invite à développer plusieurs niveaux de lecture. Un premier niveau de lecture, c'est cette logique dans laquelle le discours macroéconomique exclut la vie quotidienne des citoyens. Un bel exemple pour réévoquer ça par rapport au franc CFA, c'est un exemple qui est tiré de l'entretien qu'on a eu avec Kako, qui a été publié dans la revue politique africaine que j'ai dirigée sur raison et imaginaire de la planification en 2017, et où Kako évoque le fait que dans la plupart des pays de la zone CFA, les indicateurs d'inflation sont construits dans les capitales. Et ils sont les indicateurs d'inflation qui servent à nourrir la politique monétaire de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Donc ils sont mesurés dans les capitales, ce qui veut dire que la politique monétaire peut se fonder sur une situation qui oublie l'état des campagnes. Et cet état des campagnes, ça peut être un état de désinflation. Autrement dit, une politique monétaire restrictive peut exister et être argumentée formellement à partir d'un indicateur qui a une couverture partielle.
Ça, c'est vraiment un régime d'exclusion dans la manière dont on mesure l'économie et dont on porte le langage macroéconomique formel. Je crois que le texte de Timothy Mitchell invite à un autre niveau de lecture aussi. C'est qu'il invite à considérer que la macroéconomie existe et s'est autonomisée par rapport à un certain nombre de relations sociales qui se déploient dans le quotidien des citoyens. Et la question est de savoir comment a-t-elle pu s'autonomiser. Alors moi, dans l'animation de la première séance de ce séminaire, j'avais évoqué le cas sur lequel j'ai beaucoup travaillé de la fiction macroéconomique mauritanienne, qui était une fiction macroéconomique qui s'est déployée avant la chute du régime du président Taya en 2005. C'était une fiction macroéconomique qui était très impressionnante parce que le pays avait été forcé à confesser son mensonge au FMI en évoquant le fait que ça faisait 10 ans que ces statistiques macroéconomiques étaient fausses. Et elle avait atteint des proportions énormes. C'est-à-dire que 40% des dépenses publiques n'étaient pas dans le budget. Les réserves de change n'étaient pas de 12 mois comme officiellement indiqué dans les documents du FMI, mais de 2 semaines. La masse monétaire était 2 fois supérieure à ce qui était indiqué dans les documents officiels. Alors, cette situation-là, pour moi, était très intéressante parce que le fait est qu'en étudiant de près la construction de cette fiction, on aboutissait à l'idée qu'une fiction macroéconomique comme celle-là n'était pas le produit d'un individu qui développe un mensonge dirigé, consciemment construit, mais le produit d'une diversité d'acteurs différenciés qui avaient des logiques extrêmement différentes. Donc des statisticiens qui essayent de faire comme ils peuvent avec une économie très peu enregistrée, des personnes qui sont à la banque de Mauritanie, qui donnent accès de manière illégitime à des acteurs aux réserves de change et qui, eux, mentent activement. Des personnalités qui sont en fait à l'intersection de différents registres. Alors pour être concret, et plus concret que je ne viens de l'être, je pense à un directeur adjoint du budget en Mauritanie qui produisait ces statistiques qui omettaient 40% des dépenses de l'État. C'est une figure très intéressante parce que à ce moment-là, le régime mauritanien est un régime à dominante mort, donc qui est considéré comme, disons, opprimant la majorité dite en Mauritanie négro-mauritanienne, la majorité négro-mauritanienne. Ce directeur du budget, adjoint du budget, c'est un négro-mauritanien. Il est peul, il est dans une position dominée dans l'administration mauritanienne. Mais en même temps, c'est considéré comme le seul à être capable de construire des statistiques budgétaires. Donc en fait, il est en position où il est obligé de produire ces statistiques pour le FMI parce qu'il est dominé dans cet ordre politique. Mais en même temps, il peut le faire parce qu'il est considéré comme très compétent. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois un dominé et en même temps quelqu'un qui produit des mensonges qui servent l'ordre politique. Donc c'est un bon exemple d'une manière dont une position de dénonciation de la macroéconomie peut être une position qui entretient des rapports extrêmement pluriels à ce discours macroéconomique dominant, qui est un discours qui peut exclure de la représentation une grande partie des citoyens. Un autre exemple que je trouve assez bon, c'était un directeur de la planification mauritanien, qui était énarque, fils d'une des plus grandes familles maraboutiques du pays, et qui était descendant du marabout qui avait traité avec les Français lors de la pénétration française au début du XXe siècle, donc qui était l'un des héritiers, l'un des descendants d'une des plus nobles familles maraboutiques du pays. Donc il était énarque, donc très reconnu pour son savoir-faire, et c'est un directeur de la planification qui en même temps utilisait sa position et son savoir-faire pour développer un mode d'action clientéliste et redistribuer des ressources qui contribuaient à cette fiction mauritanienne. Donc cette fiction, elle était à la fois mensongère, oppressive, et en même temps, elle donnait accès à des ressources qui permettaient d'échapper aux contraintes posées en particulier par le FMI. Donc elle était extrêmement ambivalente. Ce qui veut dire quoi ? Moi, j'ai plaidé dans cette première séance pour une sociologie fine des macroéconomistes en évoquant le fait que leur lutte, leur différenciation, leurs croyances, leur vision du monde, leurs intérêts génèrent des représentations macroéconomiques qui peuvent contribuer à la reconduction d'un ordre dans lequel ces théories orthodoxes sont maintenues. Et ces théories orthodoxes sont aussi celles qui continuent à justifier les approches de la stabilité qui sont en particulier amenées en appui de la défense du franc CFA. Juste pour vous le montrer, mais parce que très concrètement, et je ne m'étendrai pas dessus, il est affreux, hein, mais c'est juste pour dire ça, c'est un tableau du FMI avec toutes sortes de petits commentaires que j'ai fait apparaître. C'est un tableau de la croissance, de calcul de la croissance mauritanienne dans ces années-là. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que les commentaires qui apparaissent dans les cases jaunes montrent que chaque case d'un tableau comme celui-là
reflètent des discussions, des luttes entre des cadres du FMI, des personnes de l'administration mauritanienne. Et donc, moi, c'est un peu le credo de ma recherche. Derrière chaque case de tableau d'une théorie orthodoxe se cachent des mondes sociaux et politiques qui reflètent un certain nombre de luttes et de compromis sociaux et politiques. Alors évidemment, c'est une question moi, que j'aimerais éventuellement pouvoir poser dans le futur. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer la façon dont se constitue un savoir macroéconomique qui, parce qu'il considère qu'un État et que ses finances publiques sont en crise, justifie la mise en exploitation de ressources minières, justifie d'arriver à devoir mettre en exploitation, comme ça a été le cas en Mauritanie quelques années après, où la Mauritanie a mis en exploitation des mines d'or qui n'étaient plus exploitées, enfin qui n'étaient pas exploitées, pardon. Donc, comment passe-t-on d'un état de finances publiques en crise à un état de mise en exploitation au nom d'arguments macroéconomiques qui eux-mêmes s'inscrivent dans une sociologie souvent assez complexe? Est-ce qu'on peut mobiliser, j'aimerais bien peut-être dans le séminaire de l'année prochaine, mobiliser des gens qui ont travaillé sur cette ethnographie de la justification macroéconomique de la mise en exploitation de ressources naturelles qui permettent d'entrer dans un nouveau régime d'exploitation des ressources. Un autre aspect qui me paraît très important dans ce que j'évoque là et que j'ai développé dans une autre séance du séminaire, c'est la question de l'opacité des données macroéconomiques. Les initiatives qui visent à rendre, disons, tolérables les politiques macroéconomiques telles qu'elles sont mises en œuvre dans des pays qui exploitent les ressources, c'est de promouvoir la transparence. Or, de près, c'est un argument que j'avais développé, les logiques de promotion de la transparence dans les pays africains, dans les pays qui exploitent les ressources, passent par des dispositifs qui masquent autant de jeux politiques qu'ils n'en dévoilent. Donc la promotion de la transparence est un dispositif souvent extrêmement contestable tel qu'il est mis en œuvre. Donc l'initiative pour la transparence des industries extractives va obliger un gouvernement à avoir un minimum de statistiques budgétaires, mais ces statistiques budgétaires laissent souvent les mains libres à toutes sortes de jeux clientélistes et de jeux qui n'interrompent absolument pas les logiques de domination sous-jacentes à cette exploitation des ressources naturelles. Alors, un autre point, et je terminerai par ce point-là, qui me paraît important à mettre en lumière, et pour sortir de cette logique de pure domination via la macroéconomie, c'est au contraire celui d'un horizon plus émancipateur à travers la macroéconomie. Alors je prendrai un exemple concret, qui est l'exemple de ce parti, et de ce discours servi par un parti mauritanien d'opposition dans les années 2000, l'Union des forces de progrès, qui est un parti qui, par ailleurs, est un parti qui descend des contestataires de gauche des années 60, du parti des Kadihines de Mauritanie des années 60, et qui, à ce moment-là, était un parti anticolonialiste qui luttait contre Mokhtar Ould Daddah avant qu'il ne s'érige contre le franc, contre la zone franc, contre le franc CFA. Et dans les années 2000, ce parti s'est mis à adopter un langage pour lutter contre le pouvoir mauritanien, donc, qui était le pouvoir dominant, qui était un langage largement macroéconomique. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans des situations qui étaient des situations de hausse des prix, de lutte contre la vie chère que menait ce parti, quel était le langage qu'il adoptait? C'était de mettre en nombre des choses qui n'étaient pas mises en nombre auparavant. Alors là, en l'occurrence, dans ce document-là, il va mettre en nombre les parts de marché des acteurs dominants dans l'importation des produits alimentaires et notamment des produits agricoles, en évoquant le fait qu'en l'espace de quelques années, la politique nationale a conduit à promouvoir les cousins du chef de l'État dans l'accès au marché d'importation. Mais ils vont plus loin. Ils font une analyse de la formation des prix et des marges commerciales, en montrant comment les marges commerciales sur ces marchés qui sont confiés de manière croissante aux proches du chef de l'État sont des marges commerciales abusives. Et donc, en réalité, ils se servent de la mise en nombre, qui est une mise en nombre qui arrive en terrain vierge, pour montrer que les politiques macroéconomiques ou les politiques économiques du gouvernement sont contestables et recèlent de logiques de domination. Alors, on pourrait même aller plus loin, enfin, je n'ai pas le temps de m'y attarder. Sur les taxes douanières, il montre comment certains
proches du chef de l'État ont accès à des tarifs douaniers préférentiels et arrivent à se sucrer par ce biais-là. Moi, sur d'autres terrains, je crois que là, il y a là une réflexion, et je clôturerai par cela, mais qui va beaucoup plus loin que le simple cas de l'Union des forces de progrès. En travaillant sur la Guadeloupe, j'ai travaillé sur le mouvement LKP, qui était le lianage contre profitation, qui est le mouvement qui avait lutté contre la vie chère en 2009. Et j'ai travaillé sur la façon dont le LKP, ce mouvement syndical, avait construit ses propres chiffres pour montrer que les prix du secteur de la distribution étaient prohibitifs et conduisaient à des marges commerciales considérées comme abusives. Et il avait pour ça construit ses propres chiffres. Ça, c'est le tableau qu'il a utilisé dans la négociation face aux acteurs de la grande distribution, donc aux patrons qui défilaient devant lui, en leur disant, regardez, sur tel et tel produit, vous avez des marges commerciales de 30%, 40%, 60%, 100%, et pour les obliger, et parfois même les contraindre à baisser leur prix. Et cela par un travail qui était un travail manuel de constitution de chiffres. Donc tout ça pour dire que ce langage de la macroéconomie, d'une certaine manière, il peut aussi être un langage de lutte pour des acteurs qui se saisissent de la formalisation dominante dans un monde aujourd'hui globalisé pour accuser de pratiques qui sont considérées comme des pratiques contestables. Et peut-être qu'un des axes qu'on pourrait explorer, c'est de savoir dans quelle mesure les mouvements citoyens aujourd'hui qui se dressent contre le franc CFA sont ou non capables de se saisir, mais ce n'est pas du tout certain, hein, il y a beaucoup de dispositifs qui probablement sont des obstacles très importants, sont capables ou non de se saisir des interstices ouverts par les initiatives pour la promotion de la transparence, par les initiatives de participation, pour employer un langage macroéconomique qui ouvre à des alternatives. Je vous montre juste un petit truc, parce que je trouve que c'est marrant, cette image. Voilà une publication du LKP, études ouvrières, relevé, comparé, informé, déchoucage à profitation. Déchoucage, c'est un terme qui signifie, en créole, comment on fait tomber, on expulse quelqu'un. Et en réalité, un bulletin de prix devient un moyen véritablement de contester extrêmement fortement. Donc, est-ce qu'on peut imaginer ce type de langage dans le domaine du lien entre macroéconomie et utilisation des ressources minières, des produits des ressources minières. Voilà.